Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Et ça va se dérouler de la façon suivante. Il y a 6 finalistes qui sont dans le fond, qui attendent vos applaudissements. Ce sont aussi vos amis. Avant le passage de chacun d'entre eux, au hasard, je désignerai 2 personnes dans la salle. Chacune me donnera un mot que le candidat devra inclure au pied levé dans son discours. Donc si c'est un ami à vous, vous donnez table et chaise. Si c'est vraiment le mec de l'autre liste, vous donnez ornithorynque. Donc ce sera une façon aussi pour eux de voir qui sont leurs amis. Mesdames et messieurs, Jouyan Josa a peur. Alors que je me promenais tranquillement sur le disinter principal, qui font de notre chère bourgade l'une des plaques centrales du plateau de Saclay, voilà que je tombais nez à nez avec un cocher qui fouettait son cheval refusant d'avancer. Sans me l'expliquer, je m'effondrais en pleurs et je me jetais au cou de l'animal, persuadé que sous cette robe pourpre se dissimulait un cœur qui battait. Comme possédé par mon propre génie, je décidai immédiatement de porter cette anecdote au cinéma. J'étais certain que personne n'aurait eu cette idée avant moi. Imaginez, une anthologie en noir et blanc du cœur caché sous la robe des animaux, en 30 plans séquences s'il vous plaît. C'était un film engagé, mais personne n'engageait d'argent. En effet, il se trouvait qu'en Hongrie, un réalisateur Bellatar, surnommé là-bas le Bernard Ramonsoa des Carpates, avait déjà eu cette idée. Désemparé, perdu, je rentrais chez moi. Je décidai de me retirer et laisser à Bellatar le soin d'entrer dans l'arène, puis dans l'arène. Mais, 3 jours plus tard, alors que je regarde tranquillement une rediffusion de Spider-Man sur FR3 avec un bol de choucroute, je connais l'épiphanie. En effet, devant cette scène, William Dafoe rampant à 4 pattes sur un tapis pourpre, devant la tête du bouffon vert couleur vert basilic, posé sur un siège, il s'exclame « Le cœur, Osborne! D'abord, nous attaquerons au cœur !» Tout d'abord, je pensais à remercier la vidéo YouTube espagnole qui m'avait permis de retrouver les détails de cet instant. Puis j'y voyais là une autre occasion d'adapter ma passion, le cœur sous les robes, oui, le cœur cassé sous les robes des justiciers, celui sous les hommes de droit qui bat au nom de la justice. Désormais, mon but était certain, porter au cinéma la vie du Spider-Man de l'Indre-et-Loire, j'ai nommé Descartes, Cogito, Ergo, Boom. Sous-titré, il met ses pensées où il veut, et c'est souvent dans ta gueule. Cependant, comme on pouvait s'y attendre, l'annonce du biopic fit scandale. D'abord chez les sociétés protectrices d'animaux, qui me détestaient pour porter à l'écran la thèse des animaux-machines et donc de renier l'existence d'un cœur sous ses robes pourpres, mais surtout à la SNCF, la Société nationale des camarades de Friedrich, qui m'accusait d'avoir plagié la vie d'un soi-disant philosophe né du mauvais côté du Rhin, une sorte de Jean-Luc Reichmann passéiste, si vous préférez. Pour se venger, ils ressortirent à titre posthume un tube de Carlos, featuring Pitbull, Nietzsche va faire de toi sa bitch. Le vilain petit canard que j'étais, pour mettre fin à ce conflit, décidai de citer l'ami René face à tous ceux qui me traitaient de crétin. Oui, je l'affirmais, on est crétin comme on est périgourdin. Je ne savais pas que cette phrase allait m'amener au-delà d'ennuis plus grand encore. En effet, puisqu'on parle de taupe, collabant un jour, incollable toujours, je suis Partouze, journal sadien du Périgord, surtout lorsqu'on égloge les cochons, appela à l'indépendance de la région. Ainsi naquit la RDP, la République démocratique du Périgordistan. À ce moment, on l'imagine, la question du cœur sous les robes préoccupait au plus haut point les instances dirigeantes. Et pour rétablir la paix et les relations commerciales, selon le fameux principe du don contre don, également appelé « si tu me donnes tes noix de coco, moi je te donne mes ananas », la sphère politique, pour preuve de son bon foi, décidait de m'envoyer avec Jacques Chirac sur un ananon, capitale de la RDP. Ça y est, miracle, la France et la RDP étaient réunifiées. Je repartais d'où je venais, et pour célébrer cette France qui ne faisait qu'une,
Nintendo sortit son nouveau jeu, Mario Descartes Double Doute sur Wii, qui fit fureur auprès des listes B2 d'HEC. Et c'est justement en me promenant auprès d'un des stands que je remarquai le jeu et décidai de tâter la bête en compagnie de mon adversaire du jour. Je finis premier sur la ligne d'arrivée, et donc par conséquent j'estime avoir gagné, mais celui-ci m'informe que ce n'est pas le cas, et gueule « La réalité n'est qu'un a priori d'une éthique non naturaliste ». Et donc par conséquent, toutes mes actions précédentes étaient invalidées. Cela eut deux conséquences. Tout d'abord, je me promis de ne plus jamais rejouer à des jeux avec des membres de l'ENS, puis je décidai de réfléchir, de méditer à cette pensée, en enfilant le seul vêtement valable à même de libérer l'esprit et, quoi qu'en dise la justice, le corps, la robe de chambre. Et, tel un Diderot pourvu de talent, je partais à la recherche de ma bonne vieille robe de chambre. Mais, à ma grande horreur, impossible de la retrouver. En effet, on a trop tendance à ignorer ces robes de chambre dans le dilemme qui les oppose à l'autre grande école. En effet, d'un côté, la robe de chambre, ce vêtement soyeux qui vous rend beau et pittoresque, et de l'autre, le pyjama. Évidemment, les plus malins d'entre vous, les fils du malin comme les roux, auront remarqué que ce débat n'a pas lieu d'être. En effet, évidemment, la solution se situe dans l'entre-deux, le pyjaveste. Mais ce vêtement étant réservé à une classe plus avancée, je ne développerai pas davantage le vêtement préféré d'Éloïc Perrache. Non, n'insistez pas, je n'allais pas l'aborder, car oui, il est inutile de border Pimprenel, lobbyiste en chef de la colle pyjamaesque, et connu pour son tristement célèbre rôle dans Bonne nuit les petits, qui fait la promotion de ce vêtement immonde qu'est le pyjama. Évidemment, il ne s'agit pas ici de parler complot et Illuminati. N'allons pas trop loin, tout le monde sait que les pyjamas sont fabriqués par les adorateurs de Satan, et donc attribuer la cause aux Illuminati qui ne sont que les simples commanditaires, ce serait leur donner bien trop de crédit. Mais bref, je digresse. Oui, pourquoi Pimprenel et Nicolas ont-ils tort? Au-delà du fait qu'ils ressemblent à deux enfants désincarnés, ce qui illustre bien que les pyjamas volent votre âme pour nourrir un ours et un marchand de sable fan de Francis Cabrel, vu la façon dont il dit la mourir. Mais oui, au-delà de ces effets, je pense qu'il y a un cœur sous la robe de chambre. Un cœur bon rempli de sagesse. Un cœur qui a parcouru les bibliothèques du monde. Un cœur qui sent bon la pantoufle, le brandy et le cigare à la main. Bref, un cœur qui donne du cœur à l'ouvrage, même si c'est pour écrire sur la vie de Charles et Emma, un couple qui crève dans un bled pérave de Normandie et que le bail qui n'ont pas une thune. Fin de citation, merci Jean Rochefort. Mais je ne vous oublie pas non plus, autre robe, toi là-bas, robe du juriste et de l'avocat, si prompt à défendre la cause du droit de tout ton cœur, ni toi non plus, robe du cheval, avec ton cœur qui, quoi t'en disent les autres, bat réellement et qui te soucie de tes enfants. Et surtout pas toi. Toi, robe de la dulcidée tant aimée, qui était fière à un mariage d'aller, avec ton cœur et celui de l'enfant que tu portais, avant de te rendre compte que c'était une autre robe que tu as épousée, Robb Stark, qui, contrairement à ce que son nom indique, n'est pas si fort lorsqu'il s'agit de défendre son cœur. Y a-t-il un cœur sous la robe? L'homme, grand mammifère bipède, a un cœur qui bat, même sous la robe. Mais, en fait, si vous le permettez, j'aimerais, avant de commencer, vous narrer une petite anecdote tout à fait insignifiante et sans rapport aucun avec le sujet, mais qui me tient à cœur de partager avec vous. L'autre jour, comme je flânais sur le marché aux fleurs de l'île de la Cité, humant des camélias et regardant passer les dames, j'ai pensé tout à coup, tiens, et si j'allais au palais de justice non loin, voir quelque affaire bien sordide en cours de jugement, cela me détendra un peu. Voilà comment j'assistais au procès de Paul-Édouard. J'ai volontairement modifié son prénom afin de respecter son anonymat. Paul-Édouard, donc, 25 ans, accusé d'escroquerie aggravée sur personnes âgées. En fait, il rendait chèvres des vieilles dames. On lui passait. Je peux vous dire que je n'ai pas été déçu par ce procès. Bien au contraire. Paul-Édouard était un jeune homme très bien sur lui, avec un certain goût,
comme en témoignait une petite sacoche en faux Dolce & Gabbana qu'il arborait à la taille. Et il se défendait avec verbe. Mais le moment qui m'a le plus ému, je crois, c'est le plaidoyer. Moi qui n'avais toujours vu en l'avocat qu'un être rusé, intelligent, calculateur, cynique et pervers, je n'ai pu qu'être profondément touché par le portrait qu'il fit de, je cite, Jacques-Édouard, messieurs, dames les jurés, Jacques-Édouard, qui n'est pas tant escroc qu'artiste tourmenté. Il cherchait seulement à prouver la vacuité des possessions matérielles par l'entremise d'une nouvelle forme de communication intergénérationnelle. Comprenez-le! J'en restais bouche bée. Quel grand cœur, quelle humanité il faut pour lire un homme avec une telle justesse. Je pense bien que Paul-Édouard aurait été acquitté ce soir-là si à la traditionnelle question du juge « Le prévenu souhaite-t-il ajouter quelque chose ?» il n'avait répondu assez sèchement « Désolé, mais moi je parle pas aux mecs qui sont habillés en robe. » Ah bon? Car oui, vous le savez peut-être, même si vous êtes à HEC, la justice est en robe, en plus d'être aveugle. Heureusement qu'elle ne danse pas la carioca, elle risquerait de faire du mal à ses partenaires. Mais c'est parce que la robe est nécessaire à la justice. Sans elle, la justice serait nue et vulnérable. La robe est aussi nécessaire aux magistrats que le sont les costumes aux comédiens. Enlevez la robe et vous perdez les effets de manche, la pompe, l'âme enfin de cette tragédie comique judiciaire. Ne doutez pas qu'il y a un cœur sous la robe. Avocats, procureurs, juges, greffiers même, tous mettent du cœur à l'ouvrage pour délier ces nœuds gordiens que nous leur présentons. Enlevez la robe et les procès deviennent de piètres pièces de boulevard. Sans robe, il ne resterait que l'homme ou la femme derrière la fonction, et cet homme ou cette femme risquerait de sombrer dans les affres des affaires auxquelles ils font face. Remarquons d'ailleurs que les seuls magistrats en France à ne pas porter de robe sont les juges administratifs, de gais lurons chargés entre autres choses de délivrer des OQTF. Comprenez par là des obligations de quitter le territoire français et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un très grand cœur pour renvoyer des charters bondés vers d'autres cieux. Pas de cœur, pas de robe. Enfin, je ferme cette parenthèse, je suis désolé, je reviens à mon propos. L'homme, disais-je donc, l'homme, grand mammifère bipède, a un cœur qui bat, même sous la robe. Mais, avant d'enchaîner tout de même, j'aimerais partager avec vous quelques détails croustillants que j'ai pu relever sur cette histoire de robe qui m'intriguait énormément. Il se trouve que la garde-robe de la magistrature française est plus étoffée qu'on ne le croit. Et j'ai l'impression que chaque robe cache un cœur bien particulier. Prenez les juges de commerce, par exemple. Robe en lainage noir, ceinture moirée, une ravissante petite toque. Ceux-là ont un cœur en or. Peut-être même un cœur en or massif, si on jette un œil à leurs écœurantes rémunérations. Les greffiers ont une robe noire, simple, et un cœur de colibri qui bat vite pour ne rien rater de l'audience. L'avocat, enfin, une robe noire, un cœur un peu dur, une chair verte et fondante, pleine d'oméga 6 et 9. Oh, Guillaume, s'il te plaît, laissez traîner tes fiches de cuisine ici. Je trouve que c'est approprié. Bon, les gens qui font des discours, excuse-moi. Quoi qu'il en soit, lorsque l'avocat enlève sa robe, il nous prouve qu'il a non seulement un cœur, qui n'est pas toujours de pierre, mais surtout du cœur sous sa robe. Prenez Robespierre, Danton, Desmoulins, tous avocats, sans culotte et sans peur, mais certainement pas sans cœur, sans courage, pour entraîner le peuple dans les tourbillons de la révolution, des abolitions, de l'aliénation, des exécutions. Non, bon, j'ai peut-être mal choisi l'exemple, c'est vrai qu'il leur manquait à tous un brin de raison qui leur a fait perdre la tête. Mais enfin... Prenez Robert Badinter, par exemple, qui, lui, l'a bien vissé sur les épaules, la tête. Persévérant pourfendeur de l'ététante guillotine. Il prouve tout au plus que les avocats sont volages d'une époque à l'autre, enfin. Pour ne léser personne, je veux également rendre hommage aux juges, ces maîtres des cérémonies, qui, à défaut d'être tous gentils, sont droits et justes comme des glaives. J'en veux pour exemple ces célèbres juges d'instruction en robe à fleurs que nous connaissons tous, nos mamans.
Jamais je n'oublierai le jour où, pour la première fois, je comparus devant ma mère, à l'âge de 5 ans, pour vol de gâteau avec préméditation. Elle tenait une poule morte dans la main droite. La cuisine faisait office de tribunal. J'étais sur la sellette au centre, enfin sur la sellette, sur un tout petit escabeau, comme j'étais tout petit. Point de jury, de défense, non seulement ma mère. Et cette accusation inexorable. Je sais que c'est toi qui l'as mangé le gâteau, maintenant tu files! Exécution immédiate de la sentence, pas d'appel possible. Une merveille de procès médiéval et martial, j'adore. Et pourtant, je sais que c'est par amour pour moi qu'elle m'a privé de dessert pendant les 5 années qui ont suivi. À 10 ans, j'avais tout bonnement oublié le goût du sucre. Mais cela m'a permis de ne pas refaire les mêmes erreurs plus tard. Outre nos mères, on trouve à travers l'histoire de nombreuses femmes qui nous apprennent vraiment ce que signifie avoir du cœur. Et cela ne rime parfois qu'en musique, avec douceur. Prenez les filles du FHR, qui vont manger de la terre en short. Prenez Jeanne d'Arc, en côte de maille, qui fit monter la moutarde au nez des Anglais avec panache. Marie Curie, en blouse de science, qui devait irradier brillamment sur un siècle de physique-chimie au péril de sa vie. Prenez Simone Veil, qui sut clamer haut et fort que sous la robe il y a également un corps, et que ce corps appartient résolument et inconditionnellement aux femmes. Aucune d'entre elles ne portait de robe, prouvant qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible, ce peu importe l'habit qu'on porte. Alors faut-il quitter la robe pour s'accomplir pleinement et se mettre à nu? Robin, si tu veux parler maintenant, je t'en prie. Sinon, les avis sont assez divergents. Les fémènes, qui n'aiment de toute façon pas beaucoup s'habiller, vous diront que oui. Les puritains vous diront que non. Karl Lagerfeld vous dira que la robe s'est totalement démodée en 2015. Caroline Vigneault vous dira que pour le savoir, il faut venir à son dernier spectacle. Caroline Vigneault quitte la robe. Maître Dupond-Moretti vous dira de toute façon, quoi qu'il arrive, que il faut la quitter, votre mère! D'accord, acquittons-le. Et pour ma part, je ne vous dirai rien parce que très honnêtement, je ne connais pas la réponse. Mais enfin, l'heure de la conclusion arrive et j'ai l'impression d'avoir un peu perdu le fil de mon discours. Je suis désolé. Je vais essayer de reprendre du mieux que je peux. L'homme, grand mammifère bipède, a un cœur qui bat, même sous la robe. Mais lorsqu'il est trop enrobé, la crise cardiaque n'est pas loin. Y a-t-il un cœur sous la robe? Alors c'est marrant parce qu'avec ce sujet, à chaque fois que j'en ai parlé, tous ceux qui m'ont demandé « Manu, quel sujet as-tu choisi ?» Je leur répondais « Y a-t-il un cœur sous la robe ?» Et ils me disaient tous « Normal. » Normal. Pourtant, à chaque fois que je me posais à mon bureau, feuille blanche. Impossible d'écrire la moindre ligne. Aussi, en voyant Caroline Vigneault tout à l'heure, j'effectue un rapprochement astucieux, je vous le concède. Qui dit robe dit femme. J'ai donc besoin de quelqu'un à l'expertise redoutable en termes de robe de femme. Quelqu'un qui en a levé pas mal. Quelqu'un qui en a vu des vertes et des pas mûres pour y mettre son toboggan? Mon pote Éloïc, tu es l'homme de la situation.
Je pars donc directement dans le bureau de Hello pour lui dire bonjour. Oui, nous sommes assez proches. Je dis à Hello, bonjour, est-ce que tu peux m'aider? J'ai quelques soucis pour écrire mon sujet, mon discours. Il me répond, écoute Manu, tu tombes mal, tu fais chier, j'ai rendez-vous avec un journaliste de chez Challenge, dégage. En effet, il m'explique qu'il lui reste une dizaine de minutes pour renverser de la sauce soja par terre, éparpiller des graines de couscous sur son bureau, parfumer la salle d'une odeur de curry et enfin essuyer ses mains pleines de salakis sur son costume pour montrer à Challenge qu'il internationalise HEC. Je me retrouve alors exclu comme un malpropre par sa nouvelle secrétaire, Ludmilla. Pourquoi pas? Dépité de voir la piste Perrache se refroidir, je pense à tout abandonner. Moi qui avais prévu ce moment depuis si longtemps, moi qui très tôt avait anticipé la nécessité de suivre des cours adaptés à ce type d'épreuve. C'est la raison pour laquelle, au mois de janvier, lorsque la session de cours s'ouvre, je mets naturellement en première position l'Académie Art Oratoire, ce qui me vaut d'être propulsé immédiatement en Académie Art Contemporain pendant un mois. Merci, monsieur Taquet. À croire que le complot était déjà en marche. J'essaye finalement, tant bien que mal, de déchiffrer le sujet, seul. Mais je fais face à d'innombrables obstacles. Tout d'abord, je pense creuser ma première intuition. Les robes, les femmes, ce qu'il y a en dessous. C'est ce que mes plus précieux conseillers me suggèrent de faire. Mes conseillers, ces singes vivant au même étage que moi, étage surnommé le Rocher en raison du nombre de primates qui y vivent, envoie du vaseux, envoie du lubrique, de l'érotique et de l'espiègle. Voilà ce qu'ils me disent, enfin avec d'autres mots. Néanmoins, j'ai la présence d'esprit de réaliser que peut-être j'ai épuisé le stock de plaisanteries à caractère sexuel lors de la demi-finale du concours. Naturellement, mon attention pourrait se porter sur la robe d'avocat, a fortiori avec un tel jury. Je vanterai volontiers votre courage, votre philanthropie, votre cœur. Néanmoins, vous vous doutez bien que si je m'interdis de parler de fesses, ce n'est pas ensuite pour en lécher. Désespéré, en manque d'inspiration, je décide de faire comme les plus grands avant moi. Écouter mes anciens. C'est la raison pour laquelle je vais sur YouTube et je regarde la finale du concours d'éloquence HEC 2014. Ému devant tant d'intelligence, de finesse, d'humour, je me dis que je ne peux pas être le seul aussi émoustillé après de telles performances. C'est la raison pour laquelle je décide de regarder les commentaires de la vidéo. S'il vous plaît. Je me dis que j'y trouverai certainement ce qui a plu à ces commentateurs, mais également, peut-être pour les plus exigeants d'entre eux, ce qui les aurait laissés sur leur faim. Je prête serment. Tous les commentaires que je m'apprête à vous livrer sont de vrais commentaires YouTube. Je préfère le dire pour les plus sceptiques. Je dois avouer qu'il m'a été assez difficile de faire un choix entre ces différents commentaires. J'ai eu peur, tout d'abord, d'heurter la sensibilité des âmes les plus fragiles ici présentes. Tout d'abord, je me suis dit, si je choisissais les commentaires les plus gratinés, il suffirait de biper les amabilités faites à mes aînés et ça passerait tranquillement. Néanmoins, mon goût pour le plan en 3 parties appris en prépa m'a poussé à choisir les commentaires les plus argumentés. Attention, c'est du caviar. Ces types sont un concentré d'abrutis arrogants qui pètent plus haut que leur grand teint. N'ont aucune culture scientifique,
grand 2, ont payé leur diplôme à 12 000 balles l'année, grand 3. C'est à vomir. Conclusion. Après avoir lu, étudié et analysé la moindre de ces critiques, je reste sans voix. En effet, au crépuscule de cette belle journée, moi qui suis parfois quelque peu sanguin, comme certains d'entre vous le savent, j'ai d'abord l'envie de proposer à tous ces commentateurs d'exhiber ce qu'il y a sous ma robe et de les inviter à en faire bon usage. Néanmoins, je me ressaisis. Je me calme et je me dis qu'il est peut-être temps de profiter de cette tribune qui m'est accordée ce soir pour vous montrer, à vous, le public, à vous, le jury, mais surtout à toutes les personnes qui nous regarderont ensuite grâce à la véritable machine à buzz qu'est le compte HEC Paris sur YouTube, vous montrer que nous autres à HEC, nous avons véritablement un cœur sous la robe. Alors c'est très simple. Tout d'abord, j'aimerais remettre les choses dans leur contexte. Brian, du 42, affirme que nous sommes des bobos, fiotas, en costume déclamant de la merde. Alors, Brian, déclamant de la merde, très certainement. Bobo, peut-être, mais fiotas. Non, sérieusement, Brian. Et le costume? Revenons sur le costume. Le costume qui dérange tant sur la toile. Le costume, cette espèce de robe si opaque qu'elle empêcherait justement de voir nos cœurs. Le costume, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est juste une partie de ce folklore. Tout ça, les gens, la soirée, la bière qu'on ira prendre tous ensemble, au zinc ensuite. Ce n'est que du folklore. Pourtant, je vois que ça en a dérangé plus d'un. Laissez-moi vous rappeler que nous sommes des étudiants normaux et que dès demain, je ne serai pas en cours, en costume, en train de parler business et politique avec mes copains, en train de siroter du Dom Pérignon. Vous voyez, c'est comme quand Bertrand Perrier rentre chez lui après une dure journée de labeur. Si sa femme se refuse à lui, il ne va pas lui écrire une plaidoirie. C'est quelqu'un de normal. Comme nous sommes des gens normaux. Tenez-moi, par exemple. La dernière fois que j'ai dû déclamer un discours en public, préparé à l'avance et en costume, c'était le soir de ma bar mitzvah. De l'eau a coulé sous les ponts. Pour parler sérieusement, et le sérieux, on sait ce que c'est à HEC. On vous a menti. On vous a menti car on vous a dit que la scolarité à HEC durait 4 ans. C'est faux. La scolarité à HEC dure, selon moi, 2 ans. Et c'est déjà bien assez. 2 années durant lesquelles nous mettons à profit nos relations. On tisse des liens. On se fait des amis. Francis, tiré du bas Nouveau Compte 709, évoque une nomenclatura qui s'organise en réseau. Non, Francis, on se fait des potes. On se regroupe par affinité, pour un sport, pour un projet, pour un art, pour une boisson. Pourtant, à chaque fois qu'on sort du campus, on trouve toujours quelqu'un à l'extérieur pour me dire « Ah, mais les mecs d'HEC, ils ont un de ces melons !» À croire que chaque Français connaît personnellement chaque élève d'HEC. À croire que, surtout, ce qui pose problème, c'est la robe et pas ce qu'il y a en dessous. Aussi, je profite d'être devant un panel d'avocats triés sur le volet pour vous dire qu'on est plus ou moins dans la même situation. Combien de fois avez-vous été, vous aussi, bassiné avec des conneries du type « Oh, tel avocat, il a défendu tel assassin, ils n'ont pas de cœur !» On vous reproche d'avoir vendu votre âme.
Tout comme on nous reproche d'avoir vendu la nôtre. Pourquoi ? Parce que vous avez endossé trop souvent la robe. Voilà le problème. Ce problème qui est d'autant plus prononcé pour vous, monsieur Dupond-Moretti, lorsque vous êtes chaque année classé dans le top GQ des avocats français, top que Yvonne de Loir-et-Cher qualifie tout bonnement de top annuel des bâtards. Ne stressez pas, maître Dupond-Moretti, je connais un mec chez GQ, il va nous enlever ça en 2 secondes. Y a-t-il un cœur sous la robe ? Ce n'est pas ma question. Toujours est-il que je pense que ce qui importe, au-delà du cœur sous la robe, savoir s'il y en a un ou pas, c'est pour vous, vous tous ici, qui parce que vous exercez tel métier, parce que vous avez fait telle école, parce que vous votez pour tel parti, parce que vous venez de tel pays, vous trouverez toujours des gens pour vous dire « on s'en fout de ce qu'il y a sous ta robe ». Et ils ont raison. Alors j'ai un conseil à vous donner. J'ai un conseil à nous donner. Ayons à chaque instant à cœur de montrer que peu importe ce qu'il y a sous notre robe, le plus important, c'est ce qu'on a dans notre pantalon. Longue vie au rocher. Antoine Vey, qui est à la fois mon collaborateur et mon coach, m'a dit pour me convaincre définitivement « Patron, il faut que vous veniez à cette soirée. » Pour des raisons purement clientélistes. Et je n'ai pas été déçu, à vrai dire, de cette pêche que nous avons lancée au filet dérivant. D'abord, m'a dit Antoine, vous allez vous exprimer devant l'élite, enfin, l'élite future de notre pays. Mon cabinet est au 29 boulevard Raspail. Vous me voyez très heureux d'être parmi vous. Pourtant, cette soirée commençait singulièrement. Je vois 6 garçons, je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas une fille ou 2, mais c'est comme ça. 6 garçons qui ont eu le courage de nous affronter et de vous affronter. Et je les reconnais tout de suite. L'un d'entre eux trépigne. L'autre se tord les mains et ils ont en commun une pâleur, la pâleur de ceux qui vont prendre la parole en public. Ils sont, même s'ils le font ensuite crânement, dévorés par la trouille, dévorés par le trac, et qu'il en est un qui se lève à cet instant pour me dire que j'ai tort. Ça me fascine et ça m'autorise à vous dire que d'abord, il faut les remercier d'avoir vaincu cet écueil de la peur, cet écueil de la prise de parole en public, ce trac qui peut nouer la gorge, et vous avez été tous les 6 magnifiques, et peut-être que l'on pourrait, avant d'en décevoir certains, mais ça n'est pas l'échec d'une vie, vous l'avez compris, vous applaudir chaleureusement.